on a un chiffre fort, c'est 1,4 million. Ouais. Dis-nous ce que c'est 1,4 million là. Alors 1,4 million, c'est en 2025 le nombre de Français qui ont décidé de faire leurs premiers investissements en ETF. Je pense que, donc là pour le coup, on n'est pas tout en haut de l'échelle, on est un ovni. 50% des utilisateurs ETF, de ces nouveaux utilisateurs ETF, ont moins de 35 ans. I'm cool, I'm making my own rules. Don't tell me what to do. Bienvenue dans Money Time, on transforme l'actualité financière en action pour vous en tant qu'investisseurs et investisseuse. On a deux missions dans cette séquence, c'est tirer les leçons de 2025 et réfléchir où on va en 2026. Et on le fait pour le domaine des ETF avec Arnaud Gillan d'iShares. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti, c'est Money Time. Avant de parler opportunités pour l'année qui vient, on va faire un bilan de cette année et on va bien sûr s'intéresser aux ETF. Et pour le faire, on va le faire un peu avec le monsieur ETF de Paris, c'est Arnaud Gillan. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, tu es responsable iShares et Wealth en France. C'est la marque iShares, on est dans l'univers de BlackRock. Tu es un peu l'homme qui lit les marchés mondiaux et qui analyse tous les flux d'ETF. Avec toi, on va prendre le pouls du point de vue de l'investisseur et de l'investisseuse particulier, de ce qu'il faut maîtriser côté ETF et même au-delà. D'abord, je vais te demander, si tu dois résumer ton année 2025, qu'est-ce que tu dirais ? 2025, alors je dirais momentum, si je devais le résumer en un mot, parce qu'effectivement, on va reparler de cette montée en flèche, des marchés un peu à la surprise de tout le monde, mais aussi de l'appétit et l'engouement pour les ETF. Après, on va revenir un peu sur l'année qui était un peu en deux temps. La première partie de l'année est très focalisée Europe et aussi alimentée par tout ce qu'on a pu connaître sur le plan géopolitique avec Donald Trump. Et une deuxième partie de l'année qui était un petit peu différente, dynamique, IA qui était repartie de l'avant et très très fort. Avec le Liberation Day au milieu. Exactement. Bon, momentum, intéressant. Bon, d'abord, on va se mettre dans le long terme et dans cette espèce de vague des ETF qui submergent ou qui, en tout cas, hydratent la France, on va dire comme ça. Si tu nous décris avec tes mots, avec ton regard, toi, ça fait 15 ans que tu es chez BlackRock en France, donc tu es bien placé pour voir large, on va dire. La poursuite de la montée en puissance des ETF, comment tu peux la décrire pour ceux qui sont déjà investis en ETF ou pour ceux qui commencent à se dire peut-être qu'il faudrait que je mette un peu plus d'ETF dans mon portefeuille? Alors je vais repartir un petit peu sur quelques chiffres pour essayer de comprendre dans quelle mesure on était sur un moment pivot en 2025. Ça fait 15 ans, comme tu le disais, que je suis chez BlackRock. En fait, on était sur un rythme de croissance un peu classique de 15% pendant des années. C'est-à-dire que chaque année, ça grossit. Chaque année, 15%. exactement. Et donc, du coup, on a démarré l'année avec 2400 milliards d'encours. 2400 milliards d'encours. On va atterrir sur l'année à 3200. Donc, on est sur une croissance de l'ordre de 30%. Donc, on a doublé en fait la croissance qu'on avait connue sur un rythme de croisière. Et tout le monde parlait déjà d'une croissance insolente par le passé. Si on compare les ETF à d'autres classes d'autres véhicules, c'est une croissance déjà inouïe, plus 15% par an. Alors c'est déjà inouï, mais parce qu'il y a une sorte de transfert de ce qui était plus traditionnel, un peu old-fashioned, vers une façon plus moderne de consommer l'investissement au travers des ETF. Donc il y a une sorte de vase communicant qu'on a connu aux États-Unis. Il y a eu 2000 milliards qui ont été transférés dans les ETF actifs de fonds classiques à ETF. Et on a un petit peu ce même phénomène, pas tout à fait dans les mêmes ordres de grandeur, mais où en fait toute la croissance de l'investissement se porte sur les ETF aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça a été assez vertigineux. Et en fait, quand on regarde pourquoi il y a eu cette croissance, il y a des éléments structurels et un peu conjoncturels, mais je dirais que dans les éléments structurels, on avait par le passé des ETF qui étaient utilisés, ce qu'on appelle dans la gestion tactique. Arrête-moi si j'ai besoin de... Tactique, c'est le court terme. Tactique, c'est plus court terme et c'est des allers-retours et on vient un petit peu prendre des paris en fonction de ce qui est en train de se passer dans l'environnement de marché. On s'adapte, on règle les potards, c'est plutôt le court terme. Exactement. Et en fait, les ETF sont très utiles. Pourquoi dans ce registre-là ? C'est parce que c'est très transparent et dit liquide.
En fait, je peux rentrer, sortir à tout moment et surtout à tout moment de la journée. J'ai besoin de le faire quand il y a des éléments, des informations qui nous viennent au fur et à mesure. Notamment de la des journée. États-Unis, quand il commence Des à être la États-Unis. fin d'après-midi ici. Voilà, exactement. Un tweet et on sait que ça peut avoir beaucoup d'impact. Donc c'était essentiellement tactique sur la première décennie ou les 2 premières décennies. Ensuite, on a eu un changement un petit peu déjà qu'on a connu sur les 5 dernières années, où les utilisateurs historiques, plutôt institutionnels, des grands, on va dire des professionnels de la gestion, se sont emparés des ETF aussi pour la construction de portefeuilles stratégiques. Ok. Pourquoi ? Parce que peu de frais. C'est-à-dire, au-delà de la liquidité et de la transparence, on est quand même sur des ordres de grandeur de frais de gestion qui sont assez faibles. Et donc, du coup, il y a eu un intérêt de construire son allocation stratégique, donc avec des briques d'ETF. On va chercher des points de performance aussi parce qu'on paye moins de frais, quoi. Exactement. Sur le long terme, quand on regarde les intérêts composés, les fameux intérêts composés, quand il y a peu de frais, c'est très bien. Et en fait, on a aussi les coûts composés quand on a un poids de frais assez important. Et le dernier élément, on va en parler aujourd'hui, c'est plutôt l'élargissement de la base des utilisateurs d'ETF avec énormément de particuliers. Voilà, il y a vraiment un engouement en 2025 et avec une explosion, j'ai envie de dire, du nombre d'utilisateurs en ETF. Voilà, l'analyse un peu à la Didier Deschamps, genre tactique et stratégique, on va dire, des ETF, comment ils sont arrivés dans le quotidien des instituts, mais aussi des particuliers. Pour arriver sur ce marché des particuliers, on a un chiffre fort, c'est 1,4 million. Ouais. Dis-nous ce que c'est 1,4 million là. Alors 1,4 million, c'est en 2025 le nombre de Français qui ont décidé de faire leurs premiers investissements en ETF. Décidés et qui sont passés à l'action. Et qui sont C'est pas passés à juste de l'action. l'intention. Hein. C'est qui ont en fait investi en ETF pour la première fois. Et ça, c'est un chiffre iShares, c'est un chiffre France, c'est un chiffre comment vous l'avez obtenu? C'est un chiffre France au travers d'une étude conduite sur l'Europe entière qui s'appelle People and Money, l'organisme YouGov qui a conduit cette étude avec plus de 40 000 sondés de différentes classes socio-professionnelles. Et donc avec environ 10% de cette population, donc 4 000 personnes en France, pour arriver justement à ces chiffres. Donc à extrapoler ces chiffres, mais déjà... c'est important parce que, on l'a dit en te présentant, toi tu es le monsieur ETF chez iShares, donc un peu le monsieur ETF France BlackRock. Aujourd'hui, si tu dois nous donner une ordre de grandeur de ce que pèse la marque iShares dans l'ensemble des ETF en Europe, c'est quoi à peu près? C'est environ 40%. C'est bien sûr une position de leadership. Mais c'est pourquoi c'est 40%, c'est parce que c'est la première marque en ETF, historiquement. On a été pionnier sur les ETF au global et en Europe. On a été pionnier sur les ETF obligataires et toutes les vagues d'innovation qui ont suivi. En général, on est effectivement dans les premiers. Donc c'est le poids de l'histoire qui aussi explique cette position. Et pour donner un peu l'ordre de grandeur de ce que représente le 1,4 million, parce que moi, ça ne me parlait pas nécessairement, et donc on a pris un petit peu plus de data points et de recul dessus. En fait, c'est quasiment un doublement de la part des investisseurs en ETF. Si vous voulez, il y a un Français sur 5 qui investit. Et là, on sait que c'est trop peu. Et il y a une prise de conscience de « j'ai besoin d'investir ». Donc cette base de 1 sur 5, elle commence à gonfler. Et dans ces 1 sur 5, aujourd'hui, il y en a 1 sur 5 aussi qui utilise un ETF pour investir. Et ça, pour le coup, c'est un doublement. On était à 10% avant, maintenant on est à 20% des investisseurs qui décident de le faire au travers des ETF. Donc c'est vraiment clairement quelque chose d'assez spectaculaire en termes de croissance. Si on se projette dans l'avenir, en 2026, dans ce même sondage, on a demandé à ceux qui n'investissent pas en ETF s'ils comptent le faire. Et dans les 12 prochains mois, on s'attend à 1,6 million de Français qui investiraient dans les ETF. En Europe, on est tout en haut de l'échelle avec les Allemands qui historiquement eux ont sont déjà assez cette ETF. habitude. Ouais. Exactement. Est-ce que tu as une idée des personas ou des profils types dans ces 1,4, 1,6 millions de Français? Est-ce qu'il y a des profils qui se détachent déjà? Alors, très clairement, dans cette étude, je pense que, donc là pour le coup, on n'est pas tout en haut de l'échelle, on est un ovni. 50% des utilisateurs ETF, de ces nouveaux utilisateurs ETF, ont moins de 35 ans. Donc en fait, cette prise de conscience de j'ai besoin de contrôler mon avenir au travers de prise de décision d'investissement, clairement, elle se fait ressentir beaucoup plus chez les jeunes qui a peut-être un peu d'anxiété sur l'avenir que chez les personnes qui ont déjà constitué un patrimoine
qui ont déjà peut-être leur avenir de retraite qui est un peu plus tangible et ils savent à quoi s'en tenir. Déjà, ils auraient une retraite d'État. Exactement. Et donc, du coup, prise de conscience beaucoup plus tôt. Donc, c'est comme ça que tu le lis. En fait, sur les jeunes investisseurs, on va dire si tu as moins de 35 ans, tu es jeune, cette envie le passage à l'action, notamment par les ETF pour investir et épargner, tu le lis comme une volonté de sécuriser son futur. Alors C'est ça la motivation principale. C'est moi qui le lis, mais c'est aussi au travers des différentes études. La raison numéro 1 mise en avant par ces néo-investisseurs, c'est de pouvoir prendre le contrôle de leur avenir financier. Et c'est vraiment ça qui drive. Ensuite, derrière, il y a pourquoi en ETF. Ouais. Et pourquoi en ETF, on parle de diversification en numéro 1, c'est 40% des sondés. Parce qu'on rappelle, pour peut-être ceux qui débarquent ou qui découvrent l'objet, un ETF, c'est quelque chose qui réplique un indice ou un panier. Donc, dedans, on peut mettre soit tout le CAC 40, soit toute une thématique. La diversification, elle est aussi géographique. Exactement. En fait, ça va dépendre du choix d'ETF. Là, quand on parle d'ETF, il y en a plus de 1000 en Europe, il y en a déjà 400 chez iShares, et on a segmenté tout le marché. Mais une caractéristique première, c'est on n'a jamais en fait un petit échantillon d'un indice ou d'un segment de marché. On prend l'intégralité du marché et donc on répartit entre guillemets ces investissements et dans ces différentes valeurs. Et on obtient donc ce qu'on appelle une diversification. Donc on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on a tout le marché. Bon, intéressant. Donc, on comprend cette volonté un peu de prendre en main son avenir financier. Et toi, vous observez quand même des profils assez juvéniles. Hommes-femmes, ça, vous avez la granularité là-dessus ? Il y a toujours une dominance homme, et avec un rattrapage effectivement des femmes qui commencent à prendre le pas. Alors, ce qui est aussi intéressant dans la dichotomie des investisseurs, c'est que les investisseurs qui sont un peu plus vieux et qui sont un peu plus hommes ont tendance à se faire conseiller. Ouais. Alors que la population plus jeune et plus femme vont avoir différents touchpoints pour essayer de prendre le pouls. Et en général, elles utilisent différents médias, dont des médias... Tous les nôtres, on espère. Voilà, ouais. exactement. Pour faire en fait leur choix et leur prise de décision. D'accord. Plutôt que de déléguer tout simplement à un professionnel de la gestion. Intéressant. C'est-à-dire que pour vous, c'est un business à la fois en B2B et en B2C. Parce que vous allez à la fois, toi et on va dire les émetteurs d'ETF en général, il y a un double travail. D'aller travailler une clientèle pro et une clientèle individuelle, investisseur individuel. Et c'est nouveau pour moi. Moi, ça fait 15 ans. Avant, c'était quasi dominé par les pros. Donc avant, tu parlais qu'à des professionnels de la finance et maintenant, tu dois avoir non pas un double discours, mais un discours peut-être avec un peu plus de pédagogie ou un peu plus on vous prend plus par la main pour accompagner des néo-investisseurs en fait. Ça et plus aussi de discussions avec des gens qui s'adressent directement en fait aux épargnants. Nous, on le fait dans une certaine mesure, mais tu le fais beaucoup plus et d'autres médias. Il y a aussi quelque chose qui me revient, c'est il y a 15 ans, quand je démarrais chez iShares, en partant en vacances dans des endroits où il y avait beaucoup d'étrangers, quand je parlais d'iShares, les gens comprenaient, les gens savaient de quoi je parle. C'est-à-dire que c'était associé à l'univers BlackRock Non, mais c'est pas ça. C'était les ETF, c'était quoi ? C'était qu'il y a 15 ans, je rencontrais un plombier en vacances. Il connaissait la marque iShares. Il investissait sur des ETF iShares. Donc, c'est-à-dire qu'il connaissait la marque, il connaissait le produit, il savait son utilité. J'ai envie de dire qu'il a fallu 15 ans pour que ça arrive un peu en France. On va dire 10 ans pour l'Europe. Donc, il y a une sorte de retard de 10 ans à combler. Et la France, même encore un petit peu plus. Mais là, on y est. C'est-à-dire que dans la rue, je peux rencontrer quelqu'un qui va me parler des ETF. C'est une commodité, en fait, maintenant. C'est ça que tu veux dire. C'est devenu beaucoup plus simple. C'est la façon, en fait, d'investir et de financer l'économie à sa hauteur. Et en fait, la portée de sa hauteur, c'est aussi ça qui a changé dans l'esprit des gens. Et aussi, il y a eu un choc de l'offre de ce côté-là. Ouais. C'est qu'on a adapté un peu notre offre. Donc, en termes de produits, en termes d'accessibilité, à partir de 5 €, on peut faire ses premiers investissements en ETF. Et effectivement, le marché s'est un petit peu organisé pour adresser maintenant cette nouvelle partie d'investisseurs. Tu soulignes les chiffres qui font un peu tourner la tête, de se dire que peut-être demain, on aura 1,6 million de nouveaux entrants finalement sur le marché des ETF. Je vais poser la question de mon point de vue. Moi, j'ai toujours eu des ETF dans mes différentes poches, on va dire, d'investissement.
C'est quoi le déclic pour quelqu'un qui n'a jamais investi en ETF, quel que soit son âge, pour aller se tourner vers un ETF? C'est le bouche à oreille, c'est le conseil du banquier, du CGP au masculin ou au féminin. C'est, en fait, comment on peut, depuis, on va dire, 5-10 ans, pas avoir été exposé finalement aux ETF si on s'intéresse un petit peu à l'investissement? Il y a des barrières psychologiques? Non, c'est pas des barrières psychologiques, c'est que là, quand tu énumérais les différents vecteurs d'information, il y en a clairement qui ont occulté ce phénomène. Ouais. Et effectivement, Mais genre quoi, les médias classiques, Non, les je parle médias pas grand des médias, public, je les parle- banquiers, Voilà, je Ouais. parle, si on attend en fait ce conseil-là d'une banque, c'est en train d'arriver, mais c'était pas le cas par le passé. De conseillers financiers, même indépendants, c'était pas le cas. On parle effectivement d'un marché qui, en termes de vecteurs d'information, se passe beaucoup sur les réseaux, Ouais. sur des conseils du bouche à oreille. Les réseaux Beaucoup- sociaux. Les réseaux sociaux, le bouche à oreille. Si je regarde ceux qui avaient des ETF par le passé, en fait, c'était des gens qui connaissaient les marchés financiers et limite qui étaient dans ce secteur-là. Et je te mettrais plus ou moins dans ce panier parce que voilà, tu avais baigné dedans. Mais autour de moi, tout le monde avait des ETF. Ouais. J'ai commencé en banque d'investissement, tout le monde a des déjà ETF. équipé, ouais. Et en fait, les professionnels savaient déjà que c'était la façon la plus efficace de construire un portefeuille et de capitaliser pour son avenir. Mais ce message a été porté uniquement au travers de la démocratisation même des médias Ouais, compris. et pas de uniquement son banquier et son univers d'accompagnement. Bon Arnaud, on a fait le bilan de 2025, on a même fait un bilan un peu global des 20 dernières années et de l'arrivée des ETF, la démocratisation de ces objets. Maintenant, on a besoin de toi pour regarder un peu 2026. Alors, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais on réfléchit de manière un peu macro avec toi. Là, à T0, on est fin décembre 2025. On est encore dans une sorte de nébuleuse. Il y a beaucoup d'incertitudes pour dire le moins. Comment tu les vis, toi, à T0, dans ton équipe, et comment, avant de te projeter dans 2026, on peut faire un point d'étape sur la fin d'année 2025? Alors du coup, effectivement, contexte macroéconomique qui est encore un peu obscur. La géopolitique pèse encore beaucoup sur le parcours boursier, beaucoup de volatilité. Cette volatilité va rester, il n'y a pas de raison qu'elle se dissipe. Alors numéro 1, c'est qu'en vecteur d'investissement, encore une fois, l'ETF répond pas mal à la problématique de devoir être agile. Ouais. C'est pour ça que déjà les grands investisseurs le font en ETF, parce que je peux être beaucoup plus réactif. Et on aura besoin d'être plus réactif. On aura besoin d'être plus granulaire aussi. Et les ETF permettent de le faire. Donc ça, c'est comment est-ce que je vais le faire. Donne-nous un synonyme de granulaire. Un éventail large de choix. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé sur 2025 qui pourrait se poursuivre ou qui pourrait s'arrêter? 2025, on a eu une première phase d'année dans laquelle il y a eu un engouement pour les actions européennes qui pourrait se poursuivre. Pour donner un ordre de grandeur, avant on avait 90% de la collecte, donc 90% des achats nets qui se faisaient sur des actions américaines, 2023-2024. En 2025, c'est 2/3 en actions européennes par rapport à 10%. C'est vraiment un très grand mouvement. Il s'explique, parce que d'un point de vue conjoncturel, on a alimenté aussi avec des plans de relance, notamment sur la défense, On a l'investissement qui irrigue en fait tout le marché. Donc on a clairement des perspectives qui sont meilleures en Europe. On a aussi une incertitude autour de l'économie américaine et du dollar. Alors le dollar a beaucoup pesé aussi sur les performances cette année. Et il y a encore des incertitudes qui tournent autour de cela, la dédollarisation de l'économie. Alors Le là, dollar c'est a vraiment pesé en étant de moins en moins lourd. de moins en moins lourd, exactement. C'est allégé, on va dire. Donc du coup, il y a vraiment cet engouement. Quand on regarde les valorisations, il y a clairement un rattrapage. Alors ici, c'est vrai que sur les 3 dernières années, ceux qui avaient investi aux États-Unis ont forcément vu le poids des États-Unis être plus important par le parcours boursier et donc alléger en fait son portefeuille. Donc il y a eu un effet flux qui explique aussi ce rattrapage. Mais les valorisations sont toujours très attractives, notamment sur quelques secteurs pour la poursuite en 2026, sur le secteur bancaire. Ok. On parle également de normalisation de taux. Donc là, c'est un peu un langage professionnel, mais c'est-à-dire qu'on a la Banque centrale européenne
qui a un niveau de taux qui est quand même déjà assez comprimé. Hein. On a fait Ils ont fait le job ils ont de fait le maintenir job. l'inflation et là, on est un peu au bout Voilà, de la prise en main, de la reprise en main. voilà, mais à long terme, on a encore des taux qui sont assez attractifs parce qu'il y a un aléa et aussi on cherche à être mieux rémunéré pour l'avenir, ce qui aide beaucoup les banques. En fait, en termes de profil, on peut transformer, entre guillemets, et capturer une partie de ce qu'on appelle la pontification de courbe. Bref, les actions bancaires européennes devraient bien se porter. Le secteur de la défense, on l'a parlé. Ouais. Il y aura une poursuite. Hein, c'est quelque chose de long terme qui s'est enclenché. Ça. Donc l'obligataire européen qui porte aussi le secteur bancaire européen que tu vois positivement, la défense, elle comprend pourquoi. Là, Voilà. tu nous fais déjà un peu une liste des choses que Exactement. tu vois Donc, positives l'année prochaine. et qu'on voit en fait se poursuivre. C'est thématiques. quelque chose qui a été déjà enclenché. Le deuxième, c'est l'intelligence artificielle et la technologie. En Y fait. compris valeurs européennes. Ou là, tu nous ramènes aux US. Là, je vais être global. Et quand je dis global, il y a quand même un fort biais US et Chine. Asie, ouais. Oui, Chine, pardon, ouais. non, et Asie plus largement. En fait, donc ce phénomène a quand même le potentiel d'apporter une surcroissance par rapport à ce qu'on a connu sur les 50 dernières années. En fait, on a une croissance globalement de 2%, la croissance du PIB. On serait capable, grâce à l'IA, de doper cette croissance du PIB, ou en tout cas, c'est ce que pense le marché. Tu utilises le conditionnel. Tu as un chiffre conditionnel à nous dire? Si on est au-dessus de 2%, on serait à combien? Trop difficile à quantifier. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a des investissements qui sont colossaux. Ces investissements, ils sont faits avec une espérance de retour supérieure par rapport à ce qui est possible de faire à court terme. Ouais. Et donc, on a des gains de productivité attendus sur l'ensemble du marché qui nous permettraient de casser cette barrière. Et on a déjà cassé cette barrière, par exemple, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où on a eu cette accélération par rapport à la 2%, aux 2% de moyenne. Donc, on serait capable de faire ça. Et c'est très important aussi pour réussir à rembourser les dettes. On connaît les dettes d'État qui sont très très lourdes. On a besoin de ce gain en potentiel de croissance. Et donc, du coup, à l'intérieur de cela, on a le phénomène des hyperscalers, donc des 7 magnifiques, et on a le reste en fait des adopteurs de l'intelligence artificielle qui risquent de bénéficier très largement de ce potentiel. En aparté, en termes de performance qu'on a connu et donc alimenté par de la collecte, si on regarde les 7 magnifiques ont porté 100% de la performance des grands indices américains en 2023 et en 2024. En 2025, ils ont tiré la performance, puisqu'ils ont une surperformance, mais le reste du marché a quand même progressé. Donc ça On veut est de dire qu'il y a un l'ordre de effet de 10%. cascade. Il y a un effet de cascade qui s'est enclenché. On a 10% de performance globalement dans les, on va dire, 490 actions du S&P 500, lorsqu'on a 25% de croissance sur le top 7. Certes, ça a tiré, mais on a enfin de la performance sur le reste de l'industrie et on s'attend à ce que ça puisse se poursuivre avec l'enclenchement par ricochet de ce qui est en train de se passer sur l'intelligence artificielle. Donc on conserve cette attente très positive. Ensuite, ce qui s'est passé au-delà des marchés plus traditionnels, cette année, il y a quand même eu un énorme pivot sur les matières premières et celles qui brillent. On a une collecte record. En Europe, c'est 13 milliards investis sur du coup, le métal jaune. Tu nous parles toujours du point de vue de monsieur ETF, là? C'est investi via les ETF. Via les ETF en Europe. C'est important de préciser, ouais. Via les ETF en Europe. Est-ce que c'est un record? En fait, on égale le record de 2020. Et pourquoi 2020? Covid. Et là, cette année, c'est lorsqu'on a de l'incertitude, c'est une valeur refuge. C'est encore joué cette valeur refuge. Est-ce qu'on aura besoin, encore une fois, de se réfugier en 2026? Là, c'est peut-être pas quelque chose qui est attendu par le marché. On a effectivement d'autres vecteurs qui permettent d'avoir un rendement. Donc l'or, en fait, n'offre pas nécessairement un rendement. Quand on a un abaissement de taux, comme on a connu, effectivement, du coup, il y a, on va dire, on pénalise moins l'or et on a ce phénomène de dédollarisation abaisser, alléger en fait le poids du dollar, alimenter en fait en 2026 énormément, en 2025 pardon, énormément cette
cette croissance. Tu nous as donné des pistes d'allocation de portefeuille là. On comprend l'importance a priori qui va continuer de l'or et des métaux précieux. On a parlé de technologie. Tu commençais à dire que voilà, il y avait les US évidemment dans la tech, mais il y avait aussi l'Asie. Un petit mot sur la manière dont on peut jouer l'Asie, avec un grand A évidemment, mais à travers les ETF. Est-ce que, je vais le dire un peu vite, mais certains pays asiatiques, je pense à la Corée, à la Chine et au Japon, ont des bourses qui vont bien et qui ont bien progressé, certaines plus que d'autres d'ailleurs. Est-ce que les ETF peuvent être un outil pour les investisseurs européens pour aller s'exposer au marché asiatique en enlevant un petit peu cette petite peau de lapin de j'ai un peu peur d'aller en Asie, en Chine, c'est compliqué, on mélange un peu marché émergent et marché pas émergent. Voilà, petit mot pour les investisseurs européens qui ont envie d'aller en Asie et qui peut-être se disent tiens, un bon ETF et pas forcément un MSCI China, ça peut être bien. Alors, il y a différents aspects intéressants sur la partie des émergents. En fait, il y a déjà, est-ce que je souhaite prendre un risque d'infrastructure lorsque j'investis parce que je ne sais pas en fait si les marchés sont très efficients en Asie ou pas. En fait, l'ETF permet de pallier éventuellement à ce risque-là puisqu'on est sur quelque chose qui est très transparent et qui, encore une fois, a une technologie qui est très aboutie. Et ça, risque infra, c'est bon. Donc le risque infrastructure, c'est bon. S'il y a un ETF dessus, c'est que déjà derrière, c'est suffisamment solide pour être bien géré. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que sur les émergents, sur un temps très long, quand je mets tous les émergents à l'intérieur, le marché n'a pas eu la même croissance que le marché des pays développés sur 2 décennies. Et quand tu dis émergent, là, on parle ni du Japon ni de la Corée, là. On parle de la Chine essentiellement. Alors non, je mets la Corée dedans. Tu mets la Corée en fait, parce que prisme d'investisseurs professionnels, au travers d'indices comme MSCI, on pourrait les citer, on inclut en fait la Corée à l'intérieur. Le Japon, non. Le Japon considéré comme marché développé. Et en fait, si je mets tout ça dedans... Il y a un petit problème de définition quand même encore là. Il y a, C'est les usages quoi. Exactement, mais au fur et à mesure du temps, il y a à chaque fois les fournisseurs d'indices réfléchissent, est-ce que je catégorise de l'un d'un côté ou de l'autre. En tout cas, le prisme aujourd'hui, c'est comme ça. Et en fait, la performance, elle n'a pas été au rendez-vous sur 2 décennies par rapport aux États-Unis ou par rapport aux grands indices mondiaux. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup de dispersion. En fait, quand on parle des émergents, c'est plein de choses en même temps. Et en fait, ils sont essentiellement dirigés par leurs allocations en termes de secteurs à l'intérieur. Et donc, quand on parle de Taïwan ou de la Corée, effectivement, on parie quand même sur la technologie énormément et sur les semi-conducteurs. Effectivement, là, sur le parcours boursier des quelques années, ça a été absolument spectaculaire. Avec des hyperscalers locaux, en fait. Si on cherche malgré tout des économies plutôt qui, sur le long terme, ont un peu un fonctionnement dans lequel il y a une sorte de rattrapage et qui attire une croissance industrielle, une croissance aussi de la classe moyenne qui consomme à l'intérieur. On a le cas de l'Inde, qui est assez intéressant aussi, et qui a... Alors, il y a eu effectivement, quand on a des progressions telles qu'on a vu sur l'Inde, il y a forcément des pauses. Donc, on a eu une petite pause sur le deuxième semestre, et on voit qu'il repart. Et on a une trajectoire qui est moins portée cycliquement par ce qui va se passer sur l'intelligence artificielle avec un aléa. On a vraiment quelque chose de plus structurel qui est en train de s'enclencher. Et encore une fois, les ETF sur les émergents, on a le panier classique, on a tous les pays et on a même des secteurs à l'intérieur des pays. Donc on peut affiner sa vue en fonction de ses connaissances et de ses données. Merci Arnaud pour cette lecture un peu clarifiée des marchés Asie. On fera une émission spéciale en 2026 là-dessus. Je pense qu'on zoomera sur quelques pays, pourquoi pas sur l'Inde. Tu viendras peut-être nous aider à faire ça. Merci beaucoup Arnaud. Je te garde sous la main quand même avec une question. Tu nous as parlé d'iShares, tu nous as parlé de ton historique, ton rapport aux ETF en France depuis 15 ans. Un ETF dont on a beaucoup parlé cette année, c'est l'ETF, je vais le dire très vite, mais Bitcoin de chez BlackRock. Est-ce que tu peux nous dire un truc ou une actu ou quelque chose ou un regard sur cet ETF qui fait partie de l'allocation de beaucoup de gens? Alors cet ETF, il a permis, à mon sens, déjà de donner un accès au Bitcoin de manière plus sécurisée, mais aussi de donner une alternative aux néophytes de Bitcoin, de pouvoir le faire à bas coût avec une
infrastructure sécurisée. Et donc, on a vraiment un engouement qu'on a pu lire aux États-Unis sur les ETF là-bas, locaux, et en Avril Europe. 2024, non? C'est quoi le lancement déjà? Ça fait quoi? Non, avril 2025 pour le cas de BlackRock et janvier 2024 aux États-Unis. Et en fait, on a vraiment ce transfert qui s'est enclenché et qui permet de sécuriser, entre guillemets, ces investissements. Intéressant. Indicateur à suivre encore cet ETF et ces ETF en général qui disent quelque chose de nous, investisseurs pro ou particuliers, et qui disent aussi quelque chose de notre prise en main de notre avenir, parce que c'est un peu la digestion de cette année, là, ce qu'on disait, c'est qu'on investit, ou en tout cas les néo-investisseurs investissent en ETF aussi avec cette volonté de préparer, ou en tout cas de sécuriser leur avenir. Merci beaucoup Arnaud Gian d'iShares pour cette lecture 2025 et puis ces prédictions, ou en tout cas ce regard sur ce qui pourrait se passer en 2026. On en a touché un tout petit mot avec Arnaud. La crypto, on va y dédier la prochaine séquence. On va se demander si on est sur une année tournant ou sur une année de désillusion. On voit ça dans quelques secondes. On a fait le diagnostic, on vous a donné le contexte. Maintenant, vous avez toutes les clés pour transformer ces informations économiques en décisions d'investissement. C'était Money Time. Si ça vous a plu, vous likez, vous partagez. On est sur LinkedIn, on est sur Insta, on est sur TikTok, on est évidemment sur YouTube. Merci à tous nos invités. Merci à l'équipe de Comet Meetings pour son accueil. Merci à l'équipe Aircube de Paris à Bali, en passant par Londres et Lyon. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Money Time. Everything I touch turns to gold. How about